Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, deuxième partie de la vidéo avec Wartalk. On va continuer sur le même sujet, sur un sujet un petit peu global sur Xavi, quoi. On a parlé un petit peu de tactique, ce qu'il fallait qu'il change un petit peu aussi, ce qui n'allait pas, ce qui était bien ou pas bien dans son équipe. Puis là, on va parler donc des profils qui manquent dans son équipe. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Salut à tous, encore une fois un plaisir d'être avec Café Barça et on va parler maintenant des profils. Ici, on va pas parler de faisabilité économique, on va pas parler des joueurs forcément, mais surtout cibler les profils. Parce qu'on entend beaucoup de rumeurs, on entend beaucoup de préférences dans la commune Barça, mais peut-être qu'il faut aussi faire le point un petit peu sur ce qu'il faut réellement au Barça. Alors déjà, on va commencer. Je pense que le premier poste qu'il faut à tout prix renforcer, c'est celui du pivot. Il nous faut un numéro 6 au Barça. Ça, je pense que c'est pas une nouvelle. Maintenant, quel type de numéro 6? C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on voit par exemple que Sergio Busquets, c'est un petit peu l'idéal de Xavi. On sait très bien que ses qualités avec ballon sont excellentes, mais qu'en transition, il est en difficulté. Ça, on le sait. On voit que par exemple Christensen a été utilisé. Lui, sans ballon, c'est très intéressant, très fort. Mais avec ballon, c'est beaucoup moins intéressant, évidemment. Aurel Romeu, avec et sans ballon, c'est pas intéressant, mais ça, c'est encore autre chose. Et donc maintenant, quel type de numéro 6 il faut au Barça? Déjà, je vais te proposer un style et tu me dis ce que tu en penses et après on verra d'autres styles à chaque fois. Est-ce que le Barça a besoin d'un style défensif, par exemple, pour jouer avec Frenkie de Jong? Un joueur du type Amadou Onana, par exemple, qui va t'apporter beaucoup dans les duels, qui va te récupérer beaucoup de ballons, qui aura une grosse zone d'influence, où il va beaucoup presser aussi, il va être très fort à ce niveau-là, mais avec ballon, c'est moins fort. Alors évidemment, je ne caricature pas, il est très bon aussi dans le jeu avec ballon, mais là, on parle du Barça. Là, on parle d'une équipe qui va être mise sous pression. Là, on parle d'un joueur qui devra se retourner avec ballon et qui devra organiser le jeu. Et on parle d'un joueur qui aura besoin d'un gros QI aussi, sans ballon, dans son pressing, dans son contre-pressing. Donc, qu'est-ce que tu en penses d'un style comme ça, on va dire, plutôt défensif? Bah déjà, tu as ta réponse là, tu viens de dire on t'a besoin d'un joueur qui se retourne, qui gère la pression, qui a un QI football élevé pour faire le jeu, pour organiser le jeu. Donc déjà, voilà, pour moi, la réponse, elle est là directe. C'est vrai qu'on a tendance à idéaliser le rôle de Busquets, tout ça, que c'est le profil parfait pour certains, pour d'autres non, comme tu as dit, parce que en transition, c'est un football quand même qui est vachement différent, qui est beaucoup plus physique, il y a beaucoup plus d'intensité que il y a déjà 10 ans ou quelque chose comme ça, tu vois, 10-15 ans. Donc évidemment, il faut évoluer avec le football moderne, on va dire. Moi, c'est une phrase de Cruyff, ça m'avait fait rire. On lui posait la question de ce qu'il pensait un petit peu de Messi, de la MSN, Messi, Suarez, Neymar, tout ça. Et lui, il a répondu, il a dit, moi, là où je suis vraiment curieux, c'est de voir, bon, finalement, il pourra pas le voir, mais malheureusement, de voir le Barça quand Busquets ne sera plus là, quoi. Il a dit, je pense que le monde sera choqué du changement, en gros, avec et sans Busquets. Et je pense qu'on l'a vu un petit peu cette saison. Dans la première partie, on parlait du pressing, qui était assez mauvais. Et ce qu'on voit par rapport entre Christensen, par exemple, tu as parlé d'une équipe qui va presser, chacun son tour. Ça, c'est un truc, moi, qui me fait péter un plomb devant mon écran à chaque fois. Et je parle tout seul et je dis, mais pourquoi il y en a un qui va et l'autre et non, c'est grouper le pressing, sinon ça ne fonctionne pas. Et ce qu'on voit souvent, c'est que ça soit Romeu, qui l'a fait souvent aussi cette saison, ou Christensen, par exemple contre la Real Sociedad, on l'a remarqué aussi, c'est qu'on a un Christensen assez bas quand on a l'attaque, les ailiers, les milieux, on va dire les milieux intérieurs, les plus offensifs, quoi, qui vont presser la défense. On a le 6 qui reste beaucoup trop bas. Petit Christensen ou Romeu, il reste trop bas. Et ce qu'on avait quand on avait Busquets, c'est que le gars, il venait presser très haut, quoi, très très haut. T'avais une équipe qui n'était pas forcément découpée, où t'avais un gigantesque espace entre ton attaque et ta défense, quoi, tout simplement. Mais bref. Donc pour moi, le profil idéal du 6, c'est un gars qui va organiser le jeu, tout simplement. Parce que tu regardes quand Cruyff, bon, je veux pas faire le puriste non plus, mais quand Cruyff, il a voulu un 6, vraiment un cerveau pour son équipe, il a privilégié Guardiola qui faisait 20 kilos et qui avait, je sais pas quel âge, mais même pas 20 ans peut-être, ou à peine la vingtaine, pour être titulaire dans son équipe, parce qu'il voulait un profil organisateur avant tout. Parce que le gars n'était pas un mec très agressif, surtout dans le football dans les années 90 où tu avais des assassins sur le terrain, bah tu avais Guardiola qui était tout maigrichon, tu te disais qu'est-ce qu'il fout là, le mec était même pas titulaire dans l'équipe B parce que il était trop frêle. Bref, il a dit mais pourquoi il joue pas s'il est bon?
Il est bon, mais il n'est pas assez physique. Bah, il l'a pris, il l'a mis titulaire dans l'équipe première. Puis Guardiola, voilà. Et puis après, on a essayé de trouver le nouveau Guardiola qui était qui était Busquets, quoi. On a mis du temps, mais c'est Guardiola lui-même qui l'a trouvé. Bon, c'est pas un hasard non plus, peut-être. Donc ce profil-là, pour moi, c'est très important parce que, comme tu l'as dit, il faut que le gars ait un QI football. Il faut en fait cet équilibre entre qu'il sache défendre et construire le jeu aussi. Busquets, c'est le joueur depuis, je crois, 2015. C'est le joueur qui tacle le plus et qui intercepte le plus de ballons dans l'équipe au Barça. Depuis 2015, chaque année, c'est lui qui récupère le plus de ballons et qui tacle. Voilà, il a ce côté défensif. Dans son positionnement aussi, dans le pressing, comme je l'ai dit juste avant, c'est un mec qui va presser haut, qui est toujours bien placé. Et en plus de ça, il va t'organiser le jeu, il va lâcher le ballon en une touche, toujours jouer vers l'avant, avoir un jeu un peu risqué, un peu osé, tenter les passes pour des passes risquées, quoi, pour casser des lignes. La relation Busquets-Messi, on s'est régalé devant ça pendant des années. Donc il nous faut un joueur dans ce profil-là. Si on va aller chercher un joueur défensif, mais qui ne sait pas vraiment organiser le jeu, on va avoir un peu le même problème qu'avec Christensen. Christensen, pour moi, il a le côté défensif et le côté organisateur de jeu. Si tu mets un double pivot, Pedri et Christensen, ça te fait un Busquets, tu vois. Si tu mets les deux d'un coup, voilà, là, bon, Christensen est un peu plus agressif peut-être que Busquets, mais sur le principe, tu m'as compris, quoi. T'as un 6 pivot du Barça complet, quoi. Un mec qui va organiser, qui va avoir un QI football pour faire le jeu et qui va défendre devant sa défense, quoi. Si tu fais venir un mec qui va juste défendre, on aura toujours les mêmes problèmes dans la construction. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dans l'idéal, de toute façon, il faut un joueur qui organise et qui sache aussi apporter son ballon. Maintenant, la réalité, c'est que pour trouver un joueur comme ça va être difficile, hein. Au niveau du prix, ça va être très élevé. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents sur le marché aussi. Et donc, si maintenant, aujourd'hui, le Barça doit se concentrer sur un joueur avec un petit budget qui est soit très fort avec ballon, soit très fort sans ballon, tu privilégies donc le jeu avec ballon et la capacité de construction. Alors, c'est ça que tu dis? Je pense que ça, c'est peut-être le plus important au Barça parce que il y en a qui disent aussi, comme tu l'as dit dans la première partie, que si on est mauvais défensivement, c'est parce qu'on n'a pas de 6. Mais c'est pas exactement ça, on en a parlé. C'est aussi parce que on se précipite trop dans les occasions, enfin quand on veut créer des occasions, que le bloc n'est pas bien en place. Donc si le bloc n'est pas bien en place, on peut pas bien presser, pas faire un contre-pressing efficace. Il y a trop d'espace et du coup on est là à courir après le ballon, tout ça. Et on se rappelle on avait les mêmes problèmes quand il y avait Busquets sous Koeman ou à certains moments avec Xavi, mais sous Koeman, on s'en souvient, les espaces, rappelle-toi, ils étaient l'espace entre la défense et l'attaque. Il y avait tellement d'espace qu'on voyait tous les week-ends ou tous les matchs de Ligue des Champions, on voyait Busquets courir en slow motion, traverser le terrain. T'es là, mais il nous faut un mec rapide. Busquets, c'est trop lent. Et après, on a tous rigolé quand Xavi disait en un bloc, Busquets, c'est fondamental. Avec l'Espagne, hein. Avec l'Espagne, Busquets était très bon. Bizarrement. Et oui, il y avait un Busquets avec l'Espagne et puis après Busquets, quand il y a eu Xavi, il a élevé son niveau. Après, ça reste un Busquets en fin de carrière, son prime est déjà passé. Voilà, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis physiquement, Busquets n'a jamais été un joueur quand il y avait trop d'espace dans son dos et qu'il fallait qu'il fasse des retours défensifs, qu'il fasse des grands sprints. Il n'a jamais été rapide, Busquets, de toute façon. Qu'il ait 20 ans ou 35 ans, quoi. C'est pour ça que je dis il faut vraiment que le bloc soit organisé. Donc il faut forcément que le gars ait un profil, il faut que ça soit un milieu défensif, mais il faut aussi, surtout ce dont on a besoin au Barça, c'est du football, quoi. Quelqu'un au milieu qui sait organiser, qui sait faire le jeu. Parce que c'est un gros problème qu'on a dans cette équipe, c'est que ça manque de calme, ça manque de cerveau. Quand on a Gundogan en pivot, par exemple, on arrive mieux, on a plus de calme. Gundogan, il va pas trop, enfin des fois il le fait, des fois il joue direct vers l'avant, mais des fois il calme le jeu aussi, fait des tours un peu sur lui-même, un peu la toupie comme on dit avec Frenkie, mais il calme le jeu, tu vois, et après il organise tranquillement, sauf que défensivement Gundogan c'est le néant, quoi. Gundogan défensivement je pensais pas qu'il était, je le voyais un peu mieux, quoi. Mais après il y a deux réalités à prendre en compte, je trouve. C'est que déjà dans le football moderne, tu seras obligé à être amené à des situations où tu vas subir le jeu, où tu vas te mettre en bloc bas et le 6 devra apporter plus défensivement. Tu seras aussi amené à devoir défendre en transition sur des contre-attaques avec des joueurs rapides. Donc il faut, dans l'idéal, que le 6 aussi sache soit couper les lignes de passe, soit faire des différences physiquement, athlétiquement. Après aussi, la deuxième réalité, c'est que le Barça aujourd'hui ne domine plus autant qu'auparavant. Parce que Xavi n'est pas non plus un coach qui mise essentiellement là-dessus, on l'a dit, hein, son jeu de transition est beaucoup mis en avant, et parce que tu n'as pas la qualité individuelle aussi pour dominer autant qu'avant. Donc, avec tous ces aspects-là, il faut aussi se dire que le numéro 6
devra apporter plus de compensation défensive tout autant qu'il devra apporter dans le jeu. Mais est-ce que pour toi, un profil, des joueurs comme Bruno Guimaraes ou Douglas Luiz, des joueurs qui ne vont pas exceller, on va dire, balle au pied pour la construction du jeu, qui ne vont pas non plus exceller sans ballon, mais des joueurs très complets, qui vont t'apporter dans les deux compartiments, est-ce que ça peut être intéressant ou tu préfères un joueur qui excelle balle au pied, quitte à ce que défensivement il soit moins intéressant? Bah après, la vidéo, au final, elle porte sur Xavi. Donc, est-ce que nous, on donne notre avis sur un profil, tu vois, qu'on aimerait nous, ou un profil adapté au coach? Comme tu dis, tu peux voir des Guimaraes, des mecs comme ça, dans certaines équipes, mais il y a aussi au Barça, comment il s'en sortirait. Souvent, on pense à aller chercher un joueur parce que dans son équipe, il joue comme ça, tu vois. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as pris l'exemple avec Onana, tu vas aller chercher un mec peut-être plus, qui a un côté plus défensif que organisateur. Mais lui, il joue à Everton, c'est ça, je crois, en première ligue. Donc forcément, c'est pas le même championnat, c'est pas la même équipe. C'est pas une équipe qui essaie d'avoir peut-être la plus souvent la balle. C'est pas une équipe qui va jouer que contre des blocs bas principalement, des mecs qui vont essayer de fermer complètement l'axe. Tu vas devoir trouver une solution par la passe, tu vois. Donc effectivement, il faut faire la balance entre, comme tu dis, tu peux subir en transition tout ça, mais d'un autre côté, la plupart du temps quand même, tu vas quand même avoir le ballon. Et voilà, donc si tu vas chercher un joueur parce qu'il joue comme ça dans son équipe, ça veut pas dire qu'il jouera comme ça dans notre équipe. Ouais. Évidemment. Moi, dans l'idéal, après, c'est assez simple. Et puis, c'est par rapport à ce qu'on entend dans les rumeurs, tout ça, Mercato. Mais en termes de profil, je trouve que Zubimendi, il collerait, tu vois. Après, c'est peut-être la facilité de dire ça et de pas chercher d'autres solutions, sachant que je pense que c'est mort. Je pense qu'il partira pas de la Sociedad. Ou alors, peut-être qu'il ira à Arsenal. Il y a peut-être Arsenal qui le veut, je crois. Mais dans le profil, je préférerais un mec comme ça qu'un mec plus défensif, quoi. Ok, ça s'entend. Moi, personnellement, je te cache pas que je suis pas très fan de Zubimendi. Je trouve que... En fait, j'ai vu quelques matchs des fois face à Bilbao, notamment, je me rappelle, où même avec ballon, il a été mis sous pression, il a été mis en difficulté. Et c'est ce genre de phases, moi, qui me font très, très peur. Quand je vois un pivot qui, sous pression, n'arrive pas à sortir un ballon, quelquefois, parce que globalement, il est très bon techniquement, moi, ça me fait très, très peur. Et puis, je trouve que c'est un joueur... Il est vraiment dans un contexte très favorable à la Sociedad. Est-ce qu'au Barça, il va oser jouer de la même manière? J'ai des doutes, personnellement. Après, bon, on a des doutes sur tous les joueurs, hein, même comme tu l'as dit, les Guimaraes, Onana, etc. On peut toujours avoir des doutes. Mais personnellement, je ne suis pas très, très chaud. Et je trouve que globalement, c'est quand même compliqué de trouver un pivot intéressant pour le Barça avec la situation actuelle, avec aussi le budget. Bon, voilà. On verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, on a bien compris ton point de vue. Maintenant, est-ce qu'on peut passer au second poste? Là, je pense aussi qu'on sera d'accord parce que je t'avais déjà entendu parler aussi de ça. Mais je pense qu'il faut un ailier gauche au Barça. Un joueur capable d'éliminer en un contre un, de faire des différences. Parce que quand on regarde, comme on l'a dit lors de la première partie, on a Baldé et Cancelo qui ont occupé, on va dire, cette fonction-là, où ils sont devenus ailier gauche avec ballon. Mais globalement, dans l'effectif, il n'y a pas vraiment un ailier équivalent à Lamine Yamal sur le côté gauche. Donc c'est un problème. Et avec un joueur, moi je dirais pas forcément un top joueur, capable de marquer beaucoup de buts ou quoi, mais un joueur en tout cas avec ce profil-là de dribbleur qui déséquilibre en tout cas les défenses et qui va apporter des dangers sur le côté. Xavi, ça pourrait lui faire beaucoup de bien. Et là, ça pourrait apporter d'autres solutions, faire en sorte que le jeu penche beaucoup moins côté droit, qu'il soit plus équilibré. Donc, est-ce que tu as des idées de joueurs et est-ce que tu es d'accord déjà avec ça? Oui, je suis d'accord avec le fait qu'il faut aller chercher un ailier. Maintenant, le fait que le jeu penche à droite, c'était le cas même sans Lamine Yamal, c'était le cas avec Dembélé. J'ai l'impression que c'est un peu la tactique, et puis on en revient aussi à la tactique de Xavi qui est un petit peu trop souvent la même. Mais à l'époque, on voyait Dembélé, par exemple sur le côté gauche, au lieu que ce soit Baldé, c'était Jordi Alba. Eh bien, t'avais Jordi Alba qui prenait le couloir, t'avais Ferran Torres qui était à l'époque l'ailier et qui rentrait dans l'axe. Quand Xavi est arrivé sa première saison, on a tiré beaucoup le bloc côté gauche. On construisait en gros côté gauche, tac. Comme ça, on faisait déplacer le bloc complet pour que Dembélé soit en 1 contre 1, on va dire, avec son latéral. Si possible, le milieu intérieur droit, il faisait l'appel. C'était Gavi pendant un temps qui faisait l'appel dans la profondeur pour attirer soit s'ils étaient à 5, tu vois, attirer un joueur toujours pour laisser Dembélé en 1 contre 1. Et quand il avait l'espace, après... Là, tu fais mal et tu fais la différence, tu reviens dans l'axe, tu marques, tu vois. Et c'est un peu tout le temps la même chose, sauf que le problème, c'est qu'on fait un peu la même chose, mais avec des joueurs différents. Par exemple, Baldé apporte beaucoup moins que Jordi Alba, parce que Jordi Alba, offensivement en tout cas, hein, évidemment je parle, offensivement, Jordi Alba, il faisait beaucoup d'appels dans la profondeur, que ne fait pas Baldé. Donc voilà, après...
le profil d'ailier gauche, il est compliqué parce que je pense que Xavi va plus ou moins garder la même animation en fait. C'est-à-dire que son latéral gauche, il va prendre le couloir et il faudra que l'ailier il rentre dans l'axe et qu'il prenne la profondeur. C'est pour ça aussi que Xavi, il aime beaucoup Ferran Torres. C'est parce que Ferran Torres, c'est un mec qui fait beaucoup d'appels dans la profondeur, qui prend les espaces et qui crée des espaces surtout pour ses coéquipiers. Et ça, Xavi le disait aussi dans sa masterclass, là, dans la vidéo, sur sa tactique. Il disait la création d'espace. Il parlait de la création. Souvent, c'est ça il mettait l'accent sur ça, sur la possession, évidemment, garder un maximum la balle, et la création d'espace par les courses des autres coéquipiers pour que les milieux ils aient toujours de la place pour se retourner, tu vois. Donc souvent ce qu'on a vu en début de l'ère de Xavi, c'est un Ferran Torres qui rentrait dans l'axe, un Jordi Alba qui prenait le couloir, et ça faisait une animation comme ça, ce qu'on a moins là d'ailleurs. Là maintenant, on a trop Cancelo par exemple qui est déjà dans son couloir, le faux ailier qui est déjà dans l'axe, donc ça fait pas de mouvement en fait. Avant, on avait ce truc où Jordi Alba partait de la défense, là il prenait le couloir, t'avais Ferran Torres qui rentrait dans l'axe, donc t'as le latéral, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends Jordi Alba? Est-ce que je reste sur Ferran? Et là, ça déséquilibre un peu, tu vois. Et je m'égare, je crois. Donc, en termes de profil d'ailier, tu vois, est-ce qu'il nous faut un ailier qui colle la ligne à gauche, tu vois, et fasse des différences donc, dans le couloir, un peu comme Lamine de l'autre côté? Ou est-ce qu'il nous faut un ailier qui rentre dans l'axe, qui prenne la profondeur, ou qui fasse des différences, qui marque des buts un maximum, tu vois, quelque chose comme ça, quoi. C'est ça la question. Parce que le problème qu'on a aussi, c'est si on veut installer, enfin, c'est pas vraiment un problème, mais si on veut installer Baldé, j'en parlais aussi il n'y a pas si longtemps que ça, est-ce que Baldé, on va le garder dans le même rôle d'un gars qui doit déborder dans le couloir et juste pour faire un appel ou j'en sais rien, parce que comme je l'ai dit, Baldé il fait très peu d'appels dans la profondeur d'un côté et ses centres sont quand même très mauvais à Baldé aussi, mauvais timing, ses centres sont trop forts ou alors ils sont contrés carrément, enfin il n'y a pas beaucoup de qualité dans ses centres. Donc, est-ce que Baldé il déborde et on a un ailier qui rentre dans l'axe, ou est-ce qu'on a un ailier qui colle la ligne et le Baldé on le fait rentrer au cœur du jeu? C'est ça la question. En toi, c'est intéressant parce que quitte à avoir un latéral qui devient ailier et qui reste en position figée, autant mettre un vrai ailier de déséquilibre comme par exemple Nico Williams qui peut très bien le faire et qui peut éliminer. Maintenant, pour moi, l'idéal c'est d'avoir un ailier qui colle la ligne et encore un autre joueur pour être l'offensif dans le demi-espace gauche. Comme par exemple, on a vu la Rafinha l'a fait. Bon, pour moi, Rafinha doit partir. C'est très bien que les gens ne sont pas d'accord parce qu'il a marqué en Ligue des Champions, parce qu'il a fait une célébration à la Neymar. On va pas oublier qui c'est. Nous, on a vu ses limites. Pour moi, il doit partir. Il faut en profiter pour lâcher un bon billet. Et par exemple, quand je vois Xavi Simons, tu me diras ce que tu en penses. Hein. Pour moi, c'est un joueur, si on peut le faire venir, il faut jamais hésiter. En prêt gratuit, tu le mets dans le demi-espace gauche. Tout ce que Rafinha t'apporte en transition sur la prise de profondeur, il sait le faire. Mais tout ce que Rafinha ne sait pas faire sans ballon, lui, il sait le faire. Et il sait organiser aussi. Donc là, c'est parfait. Dans le demi-espace gauche, tu as un Xavi Simons. Et dans l'idéal, tu recrutes aussi un ailier comme Nico Williams pour jouer sur l'aile gauche. Maintenant, bon, je sais que financièrement, ça va être compliqué, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu ne dois pas forcément jouer avec Nico Williams, Xavi Simons, et de l'autre côté, tu as Lamine Yamal, Gundogan. C'est surtout une question d'avoir plus de profil pour pouvoir s'adapter à l'adversaire. Des fois, tu vas jouer avec Cancelo, par exemple, qui va donner ailier gauche. Des fois, tu vas jouer simplement directement avec Nico Williams, qui va être figé à cette position-là. Et tu pourras un peu plus varier par rapport à l'adversaire, par rapport à ce que tu as besoin de faire par rapport à ce match-là. Et ça, pour moi, c'est important. Plus de profil pour plus d'imprévisibilité dans les attaques de Xavi. Et par contre, s'il y a une priorité à cibler, c'est ce demi-espace gauche. Parce que comme tu l'as dit, Xavi pourrait continuer avec Cancelo et Baldé. C'est pas le top du top, mais ça peut faire l'affaire. Par contre, dans le demi-espace gauche, un joueur offensif, on l'a vu, ça fait la différence. Tu peux marquer beaucoup plus de buts, tu peux être beaucoup plus dangereux. Et là, un Xavi Simons, pour moi, c'est l'idéal. Après, bon, si tu veux rêver vraiment, il y a Florian Wirtz, il y a Jamal Musiala, mais là, le compte en banque, il nous dit stop, il faut s'arrêter de parler. Donc, on va pas parler de ces joueurs-là. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut un joueur capable, ok, de prendre la profondeur, de marquer des buts, mais aussi intelligence en ballon dans le pressing, dans le contre-pressing, dans l'organisation du jeu, etc., etc. Je suis d'accord. Après, on est dans une situation financière où je crois qu'on peut pas vraiment énormément se permettre de se dire, on va prendre lui, on va se faire un banc, un effectif où on a plusieurs profils, comme ça on peut s'adapter. Le problème aussi, c'est qu'on n'est pas dans une situation financière, voilà, on peut se permettre des trucs comme ça. Mais dans l'idéal, oui, aller chercher un Nico Williams parmi les plus décisifs en Liga. Après, Nico Williams, ça reste un jeune joueur. Il faut qu'il passe un step, tu vois. Et peut-être qu'il le fera aussi en allant dans un plus grand club.
le Bilbao. Puis il y a le fait aussi qu'ils s'entendent vachement bien avec les joueurs du Barça. Donc Nico Williams, il pourrait déjà arriver au club. Je pense que Lamine Yamal, un Baldé, il est très pote avec eux. Je pense qu'il n'y aura pas de problème d'intégration, d'entente. Il ne se sentira pas seul, un peu comme je crois Rafinha à un moment donné, qui se sentait un petit peu seul ou en dépression. Après, s'il ne veut pas se sentir seul, il peut rejoindre Neymar pour 100 millions. Nous, il n'y a pas de bonne idée, problème. Ça, je valide fortement. Mais je suis d'accord. Maintenant, je pense que ce qu'on a vu un peu en début de saison, je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler, mais avec des profils, avec plus de joueurs qui collent à ça. C'est-à-dire, quand on a vu Cancelo en début de saison rentrer au cœur du jeu, jouer avec 2 centraux, Cancelo au cœur du jeu qui faisait énormément de différence par la passe, par les dribbles, parce que pour moi Cancelo qui joue à gauche là c'est trop le limiter. Cancelo, on l'a vu en début de saison, il apportait beaucoup plus parce que soit il jouait le 3e milieu à côté du pivot, Frenkie de l'autre côté, donc ça faisait un 2-3-5, soit il montait de temps en temps. On l'avait vu contre le Betis Séville, je crois, quand on gagne 5-0, c'est lui qui prend le couloir. Il y avait 2 matchs comme ça, Betis et Anvers, je sais plus, Antwerp. On fait une manita, on fait des beaux matchs, et ça coïncide aussi avec Cancelo. Cancelo qui a un rôle un petit peu plus libre. Soit, comme j'ai dit, il reste au milieu, il fait des différences par sa qualité de passe, au cœur du jeu, ce qui nous manque aussi clairement cette saison. Soit il déborde, et là l'ailier droit, que ce soit Lamine Yamal ou Rafinha, eh bien il rentre dans l'axe pour désorganiser, faire un peu plus de différence. Et là on aurait, comme on a dit tout à l'heure ou dans la première partie, je ne sais plus, on aurait des joueurs qui permutent un petit peu, tu vois. T'as Cancelo qui prend le couloir, et là Cancelo il reste figé à gauche, et on sent il apporte de moins en moins. Au fil de la saison, il apporte de moins en moins. Parce que peut-être qu'il manque cette connexion aussi avec Félix, qui nous avait montré de belles choses, mais on voit qu'il est trop limité en fait. Cancelo, c'est un joueur spécial. Défensivement, il n'est pas toujours très fiable, même s'il a fait des bons matchs. Certains matchs défensivement, il était plutôt bon, mais c'est surtout un joueur offensivement où il faut lui laisser de la liberté, quoi. Donc, je suis totalement d'accord. Cancelo, sur l'offensif, dans l'idéal, dans le demi-espace gauche, dans le style de Rafinha, avec plus d'appétence à ce poste, avec plus de travail sans ballon. Parce que, bon, on dit souvent que Rafinha est très bon sans ballon, mais pour moi, il fait beaucoup d'efforts. Après, quand tu regardes, il récupère peu de ballons, il coupe pas souvent les lignes de passe. Si tu compares encore une fois à Xavi Simons, lui, il est beaucoup plus adepte à ce niveau-là, et ça ferait beaucoup plus de bien. En plus, on sait que Xavi a toujours dit, ce joueur-là dans le demi-espace gauche, il faut que sans ballon aussi soit bon. C'est pour ça qu'il avait beaucoup de mal avec Joao Félix pendant un long moment, et c'est intéressant de prendre en compte ce point-là. Maintenant, un autre poste à renforcer, c'est le poste de numéro 9. Et là, je parle surtout si Lewandowski quitte le club. Parce que 36 millions d'euros bruts pour Robert Lewandowski, qui a combien, 35 ou 36 ans, je ne sais même plus. Il va avoir 36, je crois. 36, ouais. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dans l'idéal, il doit partir. Après, le problème, encore une fois, c'est que, bon, déjà, je pense pas qu'il va partir parce que je pense qu'il va s'accrocher à son salaire et qu'il veut rester au Barça. Mais imaginons qu'il part. Quel type de numéro 9 il faut? Alors, encore une fois, c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas trop le budget. On ne sait pas si le club sera soumis ou non au fair financier parce que ça changera toute la donne. Mais quel type de numéro 9? Moi, j'ai quelques idées. Après, n'hésite pas, toi, à dire. Je sais, j'ai vu, je crois que tu n'hésiterais pas 2 secondes sur Isaac, il me semble. Ouais, Isaac, pour moi, c'est vraiment un profil top parce que c'est un joueur en soi qui est capable de prendre la profondeur. Si tu joues en transition, il va beaucoup t'apporter. Mais si par contre tu as le ballon en attaque placée, il peut aussi recevoir dos au jeu, organiser le jeu, et il connaît déjà la Liga aussi. Il met 20 buts en première ligue avec un Newcastle malade. C'est un joueur qui met des buts, mais même lorsqu'il ne marque pas, il apporte beaucoup à l'équipe. Il est intelligent. Alors pour moi, vraiment, Isaac, c'est le top, quoi. Après, c'est pas le numéro 1 forcément, mais en tout cas, c'est un très très bon profil. Bah, en vrai, moi, les numéros 9, j'ai pas 50 idées. On pense tous un peu au même. Tu regardes un peu les mecs qui marquent des buts, principalement. Enfin, j'imagine. Quand tu passes de Lewandowski, qui est probablement un des attaquants qui loupe le plus d'occasions en Europe. Je crois qu'il en a loupé quasiment une vingtaine. Ça fait quand même beaucoup. Donc c'est sûr que tu perds, quoi. On a vu cette saison un Barça un peu plus porté sur l'offensive, qui se crée plus d'occasions, on en a parlé, mais qui est parmi les pires en termes d'occasions ratées, quoi. On se crée beaucoup d'occasions, mais on en rate énormément. Je crois qu'on est au niveau d'occasions ratées, on est au niveau de Stuttgart ou un truc comme ça, tu vois, le délire. Au niveau des créations d'occasions, on est au niveau de Leverkusen. Et au niveau des ratés, au niveau de Stuttgart. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il faut une bonne saison.
Ouais, Et mais qui reste bon. peut-être plus que Lewandowski, je ne sais pas. Mais ouais, il te faut un neuf dont il marque des buts. Et il y a évidemment Lautaro Martinez qui marque pas mal de buts avec l'Inter. Mais est-ce que c'est un profil qui est pareil, qui collerait vraiment au Barça? Je ne sais pas. Mais le marché du neuf, il est compliqué, hein, je trouve. Un joueur qui me plaît, je pense qui te plaît aussi, c'est Alvarez. Alvarez de Oui, City. Maintenant, le problème avec Alvarez, c'est que pour moi, on ne l'a pas encore vu avec une saison de référence où tu te dis qu'il a joué au poste de numéro 9 tout le long de la saison, qui t'a assuré un quota de but, c'est ça qui me dérange. Maintenant, quand tu regardes son profil, c'est ce qu'il faut voir ça. Un joueur qui oui. peut organiser le jeu, qui peut avoir ce sens du but. Moi, j'aime beaucoup Alvarez aussi. Et comme tu le dis, à City, j'ai l'impression qu'il joue quasiment jamais en neuf. Parce que c'est Haaland qui est là, c'est un peu logique peut-être. De temps en temps, il le remplace. De temps en temps, il est titulaire à la place d'Haaland. Mais la plupart du temps, il joue dans le demi-espace, j'ai l'impression. Quand il était blessé, il avait remplacé hein, dans le demi-espace droit. Ouais. Et quand on regarde même la Coupe du Monde, il joue avec Messi à ses côtés. On l'a rarement vu seul en pointe comme ça, donc c'est un peu le doute qu'on peut avoir. Oui, après, chaque équipe s'organise un petit peu à sa façon. Mais c'est sûr que quand tu arrives au Barça, il faut aussi te tenir un petit peu à ce rôle-là de neuf qui a une présence dans la surface, qui prend la profondeur. Mais quand on se rappelle d'Aubameyang, je ne sais pas si c'est Aubameyang qui était vraiment très fort, ou si c'est Xavi qui était vraiment très fort avec Aubameyang, ou si c'est tout s'est emboîté parfaitement dans le sens où Aubameyang, c'était le style de joueur par rapport au style que Xavi, au style de Xavi en fait, avec un joueur très vertical qui pouvait jouer simple en une touche, t'allais le chercher en point d'appui, il balançait, il faisait un appel. Un jeu beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Un Lewandowski, souvent, tu veux jouer à une touche de balle avec Lewandowski, c'est impossible. Hein. Il va garder le ballon pendant 3 heures. Et après, tu sais, des fois, il prend le ballon, il veut trop organiser. Il fait le tour sur lui-même, il est là, il avance, il regarde, tu sais. On dirait qu'il kiffe, il est là. Putain, il y a les supporters qui sont là, j'ai le ballon. Tu sais, mais Sa joue. famille dans le stade, Ouais, c'est regarde un ça, petit tu sais. Lâche ton ballon et fais ton appel dans la surface. Et en fait, Aubameyang, il avait ce jeu un petit peu plus épuré, un peu plus simple, on va dire, où voilà, il donnait le ballon et il faisait son appel. Donc peut-être qu'il nous faut un joueur aussi comme ça. Et peut-être que Isaac, c'est ce type de joueur-là aussi, peut-être. Joueur assez vertical. En tout cas, Isaac, je connais pas très bien. Moi, je connais surtout quand il joue à la Sociedad, mais c'est un joueur qui a une très bonne pointe de vitesse déjà, qui est assez grand aussi. Peut-être il a une certaine présence. Je sais pas combien il met de buts de la tête ou quoi. On sait souvent qu'on fait des centres quand même. C'est rare qu'il marque de la tête. Ouais, je sais pas, ça a l'air d'être un gars qui correspond peut-être plus au style Xavi qu'un Lewandowski. Lewandowski, c'est bien, mais maintenant, c'est un peu dépassé, quoi. Ah, je suis d'accord, surtout que ouais, tu disais. Non, j'allais juste dire finir par Lewandowski va pas s'améliorer en plus avec le temps, quoi. C'est fini. Il ne va pas courir plus vite. Hein. Non. Mais par rapport à Isaac, des fois, il est utilisé même sur l'aile gauche hein, avec Newcastle, parce que je regarde souvent cette équipe, et on le voit techniquement, c'est fort. Hein. Des fois, longue ligne de touche, il va te faire des passements de jambes, dribbler des joueurs. Moi, On je a te dis, tous hein. vu le dribble, l'action incroyable, là, où il Ouais, fait ouais, tout bah, le c'est ça. truc et après il donne le ballon, je crois. L'autre, il a plus qu'à pousser le ballon, mais c'est un truc de ouf. Alors qu'il est tout grand, t'as pas l'impression qu'il est fin techniquement, mais si, il peut le faire. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est le profil intéressant, parce qu'il peut t'apporter cette verticalité qu'Aubameyang, par exemple, m'a déjà apporté, mais avec ballon aussi, c'est intéressant, il est intelligent, il participe au jeu. Et en soi, ça, je pense que c'est le plus important. Il te faut un neuf qui participe aussi au jeu, qui soit présent, qui puisse aussi quelquefois décrocher, parce que par exemple, Lewandowski, il est bon en déviation. Sur les ballons longs, jeu de la tête, il est très fort, ok. Mais il te faut un gars qui peut prendre le ballon, contrôler, se retourner, faire la passe. Parce que Lewandowski, combien de fois il fait des passes en retrait, il casse le rythme de l'action alors qu'il y a des appels en profondeur dans son dos, c'est fatigant et ça, c'est plus possible tout simplement. Il ralentit trop le jeu en fait devant. Il ralentit tellement le jeu qu'on passe à côté d'occasions pour aller plus vite. Et au final, je trouve que ça colle pas vraiment avec le style Xavi. On l'a vu de toute façon. Depuis que Xavi est arrivé, c'est un jeu assez vertical, assez direct. Et au final, ça colle pas. T'as tout le monde qui fait des appels. Et t'as Lewandowski qui garde la balle pendant 3 heures. Donc voilà, après, pourquoi Xavi, si ça colle pas, il le garde autant sur le terrain, quoi, et qu'il le met tout le temps, c'est parce que aussi c'est Lewandowski, c'est compliqué. Ouais, il y a le salaire et tout, t'es obligé de le garder. Hein, tu vois. C'est le, je sais plus comment dire ça, mais voilà, c'est un stand-in, c'est Lewandowski, Ouais. tu vois, donc si tu le mets sur le banc d'un coup et tu mets Victor Roquet ou je ne sais qui, je sais que ça fait débat en ce moment, mais sur le terrain, ça serait étonnant quand même.
Donc on est d'accord hein, par rapport à ce poste. Mais est-ce que toi, il y a d'autres profils, d'autres postes? Après, en soi, Ter Stegen, hein. Ter Stegen, Et c'est plus possible. J'ai du mal. J'en peux plus, j'avoue. ça parle de l'Arabie Saoudite. Hein. Il y a des rumeurs là qui sont sorties. Plus quel club le veut en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, quoi. Mais est-ce que toi, il y a des gardiens, par exemple, que tu aimerais voir au Barça? T'as des idées? Des idées, moi c'est du bricolage. J'aime bien le gardien de Valence en soi, mais selon le budget, ça sera trop cher. Parce que c'est pas un gardien, un top gardien non plus. Et ça reste un truc dans le genre 30 millions, tu vois. Donc si on n'a pas de budget vraiment, parce qu'on connaît le Barça, au lieu de vendre Ter Stegen à 100 millions en Arabie Saoudite, il va rester encore là 5 ans et partir gratuitement. Donc après, t'as le gardien, par exemple, si tu veux juste bricoler, moi je dirais le gardien de Las Palmas. C'est pas un top gardien, tout ça, mais on sait qu'il va partir en fin de saison. C'est un gardien qui vaut 10 millions, un truc comme ça. Ça ferait beaucoup plus le taf, je pense, que Ter Stegen déjà. Même si c'est pas l'idéal. Ah ouais. Pour toi, c'est mieux que Ter Stegen, carrément. Ouais. C'est que vraiment, t'es contre lui, là. Ah non, mais si tu veux, on peut regarder les stats. Hein. Moi, je vois le match. T'inquiète pas, je le vois. Maintenant, Ter Stegen, pour moi, hein, cette saison, il a progressé par rapport... Enfin, on va dire, la saison passée en Liga, c'était sa meilleure saison depuis un petit temps. Mais pour moi, encore cette saison, c'est mieux que les dernières années en Ligue des Champions. Quand tu vois, il a encore quelques arrêts intéressants. Par exemple, contre Mbappé, il y a un arrêt à un moment donné, le match retour. Ça, au premier poteau, il l'aurait encaissé 15 fois avant. Et il fait quand même des petits arrêts. Même quand tu regardes, par exemple, face au PSG, son jeu long, il a été très important au final. Quand à chaque fois, il Oui. touchait les ballons et puis qu'on a su jouer en profondeur, il a quand même fait de bonnes choses. Après, moi, je suis d'accord avec toi, il n'est pas réprochable. Et dans l'idéal, tu prends un top gardien, mais pour moi, c'est pas l'une des priorités. Il y a encore Bon, d'autres non, c'est postes. pas la priorité. C'est pas la Voilà, à voir. priorité, mais t'es obligé, quoi. Je suis allé sur un site, là, Data, machin, là. J'ai trouvé ça il y a pas longtemps. Je regardais un peu, donc par curiosité, tu me disais, Ter Stegen, j'ai trouvé qu'il avait progressé. Tu sais, par rapport à quoi il a progressé? Là, tu veux m'attaquer, hein? Là, Non, j'ai non, mais dit c'est juste pour savoir. en Europe, c'était un peu mieux. Après, en Liga, par contre, c'était beaucoup moins bien. Ça, je l'ai dit aussi. Mais notamment, on va dire, son jeu à la relance, il a aidé le Barça quand on a joué avec des longs ballons. Et il a fait quand même quelques arrêts intéressants. Après, bon, il encaisse 4 buts face au PSG et tout. Pas le top non plus, quoi. Non, non, bah, là où je le trouve un peu, enfin, comme d'hab, en fait, il est un peu fébrile sur sa ligne. Les frappes de Vitinha, pour moi, elles sont pas incroyables à arrêter et il n'y a pas ce Ter Stegen. La saison dernière, je le trouvais beaucoup plus impressionnant dans les arrêts. Des fois, il sortait vraiment, on avait l'impression que le Ter Stegen était de retour. Et là, cette Ouais. saison, c'est un Ter Stegen qui repart un petit peu dans ses travers de Ter statique, quoi. Ouais. Un peu trop. Mais c'est vrai qu'après, quand on regarde les stats, bon, les stats ne disent pas tout, mais ça nous montre un peu comment l'équipe elle joue aussi. T'as le pourcentage de passes réussies et surtout le jeu long, jeu court. Et la saison dernière, on avait longue passe, il est à 76,3% et cette saison à 92,9%. Donc on joue beaucoup plus long cette saison que la saison dernière. Mais c'est le nombre de passes, à mon avis, qu'il a tenté en jeu court, c'est 32% cette saison. Et la saison dernière, c'est 61% de jeu court, quoi. Donc il y a vraiment une grosse différence dans la construction de jeu. Déjà, là, cette saison, on balance beaucoup plus devant que la saison dernière. Après, quand tu regardes, par exemple, Inaki Peña, il a joué cette saison. Il jouait, à part toucher les deux centraux, il a rien fait avec son jeu au pied, tu vois. Et Ter Stegen, bien sûr qu'il a du déchet, il perd des fois des ballons, mais quand même, ça reste un bon gardien à la relance. Moi, je veux bien que sur sa ligne, c'est pas top. Je veux bien qu'il soit fébrile, son premier poteau, etc. Mais à la relance, ça reste quand même un gardien sûr, quand même, qui peut t'apporter de très bonnes choses. Oui, je pense que en fait c'est par rapport à Xavi toujours. Je pense que le Ter Stegen il est important pour lui parce que comme tu dis, il a un jeu au pied long dont Xavi a besoin parce que il a aussi envie de jouer long quand il n'a pas de solution pour relancer. Mais la première chose qu'on demande à un gardien, même si au Barça il doit savoir relancer, mais rien que relancer court déjà et avoir des mecs pour après construire le jeu depuis la défense. Je préfère avoir un gardien qui sait pas trop bien relancer long qui est quand même à l'aise, hein, qui balance pas des ballons en touche tous les 2 secondes forcément. Un gardien qui va relancer correctement mais court, tu vois, et après on construise le jeu depuis la défense plutôt qu'un gardien vraiment qui sait lancer le long mais qui sait pas faire des arrêts, qui sait pas faire des arrêts, qui est pas aussi serein
Enfin, il nous faut vraiment un gardien aussi sur qui on peut compter, qui va sortir des fois des parades. Quand tu regardes, c'est pas pour comparer, mais quand tu regardes Loudin par exemple, il sort de nulle part ce gars et il sort des parades qui ont été décisives en Ligue des Champions. Il te fait quand même des erreurs, comme par exemple Bernardo Silva sur le coup franc, il te fait une grosse erreur. Je crois que face au Bayern aussi, il a pas fait une erreur aussi. Je sais plus exactement. Ouais. Il a fait quelques fois même en Liga des petites boulettes. Par exemple, c'est vrai que lui il est décisif. Hein. Il a des erreurs à faire, il les fait. Et au Barça en Ligue des Champions, tu peux concéder des occasions, mais normalement ton gardien peut quand même aussi t'aider. Et Ter Stegen, c'est pas le cas. Je suis d'accord avec toi. La Ligue des Champions, on sait que généralement il te faut quand même un grand gardien. Il faut que ton équipe forcément elle soit solide et le mental compte beaucoup. Pour la Ligue des Champions, c'est pour ça que le Real est souvent bien placé en Ligue des Champions. Ils ont aussi un grand gardien. Regarde Courtois, la fois où il gagne la Ligue des Champions, il est monumental. En fait, tu as un grand Courtois, un grand Benzema. Il gagne la Ligue des Champions là-dessus, quoi. Même Keylor Navas, hein, sur le triplé Ligue des Champions, c'est la folie. Hein. Et ouais, parce que tu te retrouves tout le temps, forcément, c'est la Ligue des Champions, donc t'as des équipes, t'as des moments un peu de folie, des joueurs, des équipes en face qui vont tout donner pour se qualifier, et il faut que ton gardien il soit là et qu'il te sorte des parades, forcément. On demande toujours à un gardien, c'est délicat, on va lui demander de sortir la parade exceptionnelle, quoi. Mais il y a quand même pas mal de parades cette saison. Enfin, Ter Stegen, il y a un compte Twitter, moi je suis pas hyper fan de ce genre de choses, où ça fait des comptes de tous les ratés de Ter Stegen. Bon, c'est marrant, mais bon voilà, en soi c'est un joueur de ton équipe, bon, c'est un peu... Même contre dans le Classico, où Bellingham il fait certes une très belle frappe, mais Ter Stegen il plonge, il tend son bras, il dévie à peine il dévie un peu le ballon, mais tu vois, si t'as un gardien qui te sort des fois des parades comme ça exceptionnelles, ça fait la diff de fou, quoi. Totalement, hein, quand ton gardien il te fait des arrêts, ça te donne un boost, t'as envie d'y croire, alors que là t'écroules, enfin, tu tues un peu ton équipe quand t'encaisses rapidement aussi. Par exemple, le Classico, on perd 4-0 ou 4-1 en Copa del Rey. Non, en Super finale. coupe, ouais, 4-1 je crois. Je crois qu'au bout de 8 minutes, on encaisse un but tout de suite. Je dis pas que c'est lui le fautif forcément, mais tu vois, ce genre d'arrêt-là, ça te remet directement dans le match et ça te fait un boost aussi. Et Ter Stegen, souvent, tu sais que quand il y a un temps faible, s'il y a une frappe qui passe, c'est chaud pour qu'il arrête, quoi. Ah, t'as l'impression que c'est un tir, un but avec Ter Stegen des fois. Alors forcément, il a toujours, ça reste un grand gardien et il fait des arrêts des fois, mais d'un côté c'est son travail. Et tu me diras, mais des fois il va quand même te sortir des parades et tout ça. Il n'y a pas de problème. Alors, tu regardes la saison dernière, Ter Stegen était beaucoup plus serein dans ses cages et ça donnait confiance. On avait une défense solide, un bloc mieux en place et un gardien quand même qui donnait aussi confiance à sa défense, quoi. Qui faisait les parades décisives quand il fallait. Et ça permet à tous les joueurs de rester concentrés dans le match. Et tu prends un but. Alors les buts rapides aussi, on peut les mettre sur le dos de notre défense qui est cette saison alignée, c'est n'importe quoi. T'as Ronald qui fait beaucoup de mal à l'équipe dans son alignement défensif, qui est un joueur qui aime beaucoup avoir de l'avance sur son attaquant, donc il couvre toujours tout le monde sur le hors-jeu. C'est une catastrophe, au contraire de Koubarsi qui défend beaucoup en avançant et en mettant hors jeu son adversaire, même si on joue au milieu de terrain, il va le mettre hors jeu. Mais voilà, tu encaisses direct comme ça, comme tu dis, tu démarres le match. Si ton gardien il te sort un arrêt décisif au bout de 10 minutes, ça va peut-être te booster pour le match. Si tu encaisses au bout de 10 minutes, ça te met dans la merde direct, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, le seul problème, c'est qu'il faut savoir le remplacer et il n'y a pas grand monde. On va pas se le cacher, il n'y a pas non plus beaucoup de profils intéressants. Non, c'est vraiment sûr. ça. Moi, je garde Ter Stegen parce que voilà, j'ai pas envie de le remplacer par un gardien moyen où tu te dis c'est un pari. Au moins Ter Stegen, il connaît au moins la maison, au moins la relance il t'apporte. Il y a quand même quelques petits trucs positifs, faut pas non plus dire qu'il faut tout jeter, quoi. Non, mais moi, comme je dis, c'est pas la priorité. Ter Stegen, enfin, la priorité avant tout, c'est un 6, c'est un ailier, c'est même peut-être un 9, tu vois. Mais c'est sûr que c'est pas la priorité, mais au bout d'un moment, il va falloir changer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme tu le dis, c'est que Xavi, il a besoin d'un gardien aussi qui sait jouer, qui a vraiment une qualité au pied. Même si Ter Stegen, bon, je le trouve pas si bon que ça non plus cette saison. Il joue beaucoup plus souvent long, mais du coup, il y a un peu plus de déchets, quoi. Ce qui est logique au final. Mais ouais, si tu vas chercher un gardien, comme je te dis, le gardien de Las Palmas, certes, c'est vraiment un truc de bricolage, c'est un pari, quoi. Ça peut être un pari très très risqué parce que tu te retrouves avec un gardien comme ça, qui est comme quand tu fais venir Roméo. Au cage, c'est sûr que c'est beaucoup plus délicat. Mais derrière, voilà, si tu vas chercher un gardien qui n'a pas assez de qualité au pied, ça collera pas avec ce que Xavi aussi met en place. Ça qui est compliqué. C'est un poste très important. Pour moi, si tu fais venir un joueur, il faut qu'il t'apporte des garanties.
Enfin, pour moi, pour voir un gardien de Las Palmas qui est très bon, pas de souci. Moi, je préfère vraiment regarder Ter Stegen, hein. Parce que sinon, si le type il coule, l'équipe elle est morte, hein. Tu fais la saison avec un gardien qui n'est pas en confiance, je sais pas comment tu t'en sors, hein. Les 4 buts encaissés, ça va être rien par rapport à ce qui va se passer. Donc vraiment, moi, je préfère que tu gardes Ter Stegen. Si tu le remplaces, c'est un gardien qui a déjà prouvé un minimum. Parce que sinon, c'est trop risqué. Je suis d'accord. Mais ouais, je suis d'accord. Mais moi, Ter Stegen, j'avoue que j'ai du mal. Je l'ai défendu la saison dernière parce que je trouvais qu'il faisait une très bonne saison, que il était revenu vraiment bien, quoi. Tout comme Busquets, tu vois. Busquets sous Koeman, t'étais là, vas-y, Busquets, j'en peux plus, faut le dégager. Mais quand il y a Xavi qui arrive et qui organise un peu mieux l'équipe, bah, tu dis Busquets, finalement, il est très utile. Donc là, tu te rends compte que c'est pas forcément un problème de joueur. C'est différent pour les gardiens. La saison dernière, Ter Stegen, il est très décisif. Cette saison, c'est compliqué. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Bah, maintenant, je pense qu'on peut juste parler d'un dernier point. C'est voilà, là on a ciblé tous les profils. Maintenant, il y a une question à se poser évidemment, c'est il y aura certainement un gros départ ou peut-être même 2 gros départs. Et est-ce qu'il va falloir remplacer à tout prix ces joueurs-là? Quand par exemple on parle de Ronald Araujo. Bon, on a entendu Xavi dire que Eric Garcia pourrait faire la saison. Moi, ça me fait très mal de répéter ces mots-là parce que j'ai plus envie de le voir, hein, je vous cache pas. Mais pour moi, c'est évident que si Araujo part, il te faut quand même un stopper de plus. Un joueur comme lui, capable de gérer la profondeur et d'être bon dans le 1 contre 1. Parce que Koundé pourrait passer dans l'axe, pourrait faire l'affaire, ok. Maintenant, si tu as Koundé, Christensen, Koubarsi, Inigo Martinez, ça reste un petit peu léger. Pour moi, un défenseur en plus, ça ferait pas de mal. Et puis même par rapport à De Jong, s'il part, est-ce que tu penses pas quand même qu'il te faut un autre joueur? Parce que en soi, que ce soit Pedri, Gundogan ou Gavi, on n'est pas sûr que dans ce rôle-là de Jong, ils pourront vraiment pleinement satisfaire Xavi et l'équipe. Donc, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces 2 joueurs-là? Oui, déjà, oui. Forcément, si tu fais partir Ronald, ça t'enlève quand même de la qualité. Même si c'est un peu le débat en ce moment, Ronald, il se fait tomber dessus parce que il a fait des dingueries. Et c'est pas la première fois non plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Ronald, c'est un défenseur qui est dans le placement, c'est assez mauvais, mais c'est un défenseur qui a énormément progressé aussi sous Xavi, d'un côté. C'est ça qu'il faut voir aussi. Ça reste un jeune défenseur. Tendance à parler, on en a parlé de Koubarsi, tout ça, que c'est, voilà, être performant comme ça et au haut niveau comme ça, en étant aussi jeune que Koubarsi, c'est incroyable. Franchement, c'est abusé en termes de défense. Dans un poste aussi délicat, c'est compliqué. Ronald, c'est encore, on va dire, on peut le qualifier de jeune joueur, plus ou moins. C'est un joueur quand même qui a de l'expérience, c'est censé être un cadre, un capitaine. Non, il nous a quand même plombé pas mal de fois cette saison. Il nous a plombé en Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. Il nous a plombé en Ligue des Champions. Les 2 plus importants peut-être. C'est ça, dans des matchs comme ça importants, c'est vrai que Ronald, il a tendance à débrancher un petit peu son cerveau. Et des fois, tu te dis, avoir un défenseur ou un joueur avec un cerveau, c'est un petit peu mieux qu'avoir un défenseur avec des muscles, pour faire simple, quoi. Et après, oui, numériquement, tu es obligé d'aller chercher. Après, si tu vends Ronald, tu peux faire descendre Christensen si tu vas chercher un 6. Christensen, tu l'as plus au milieu, tu l'as en défense. Mais c'est vrai que ça reste quand même Koundé Christensen avec Koubarsi dans la rotation. Si Christensen a tendance à se blesser, ou même Inigo Martinez derrière, il te reste 2 défenseurs centraux. Koundé, Koubarsi qui a 17 ans, quoi. Et Michael Faye qui va monter peut-être aussi. Michael Faye aussi, mais c'est pareil, Michael Faye est aussi très jeune. Donc ça reste un défenseur qui n'a pas beaucoup d'expérience, même s'il a des très grandes qualités, qu'il fait du très bon travail avec la B. Bah, ça reste un jeune joueur aussi qui n'a pas beaucoup d'expérience, donc il pourrait monter dans la rotation, mais pas en tant que joueur vraiment titulaire. Tu joues un quart de finale de Ligue des Champions, un truc comme ça, tu as Michael Faye en défense, c'est bien, et je dis pas qu'il pourrait pas faire du bon travail. Ça, il pourrait faire un grand match, mais c'est pas non plus l'assurance tout risque. Donc en soi, quand tu regardes entre les joueurs comme Christensen et Inigo Martinez qui se blessent souvent, entre les jeunes joueurs comme Pau Koubarsi et Michael Faye, qu'il faut encore les accompagner, il te manque un défenseur plus fiable, qui pourrait enchaîner beaucoup de matchs et qui a un minimum d'expérience. Dans l'idéal, c'est ça que tu veux dire, quoi. Bah ouais, on est un peu. Je pense qu'on serait un peu obligé. Maintenant, comme je l'ai dit, moi je pense que si je devais choisir entre Frenkie et Ronald, franchement, je sais pas. J'ai tendance à. Des fois, je change d'avis en fait. Je suis trop mitigé, trop partagé sur ce sujet-là. C'est très compliqué. D'un côté, tu te dis Ronald, il y en a pas 2 comme lui parce que physiquement, il est incroyable et ça te permet de vraiment de sauver des fois des situations très dangereuses. D'un autre côté, tu te dis, bah, t'as des joueurs dans d'autres équipes qui sont très bien et qui sont pas. Enfin, par exemple, en Europe, tu regardes Dortmund, ils n'ont pas un défenseur comme Ronald. Pourtant, défensivement, ils ont été très bons contre le PSG.
Peut-être que le Après, PSG n'a pas été au niveau, mais Dortmund, c'est un bloc médian, voire bloc bas, c'est différent. Tu vois. Et ça c'est aide pas beaucoup les pareil. défenses. Ouais, ça Oui, aide beaucoup. ouais, c'est ça. Mais c'est très difficile d'être défenseur au Barça. Je l'ai déjà dit aussi parce que, comme on en a parlé, t'as ton bloc qui est au niveau de la moitié de terrain. Tu dois défendre 50 mètres derrière toi, 40 mètres. Donc forcément, c'est pas évident. Et c'est là que Ronald aussi nous a sauvés de temps en temps. C'est qu'il est puissant, il est rapide. Et des fois, il peut te sauver de situations comme ça, quoi. Donc c'est délicat. Et puis après, il y a Frenkie aussi qui a un salaire beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'il apporte au club. Toi, tu aimes bien Frenkie ou tu dis qu'il est un peu critiqué, mais quand même qu'il fait des belles choses. Je suis d'accord. Maintenant, ce qu'il apporte au club Frenkie depuis qu'il est arrivé, c'est pas assez, je trouve. Peut-être qu'il a été mal utilisé au début, pas toujours mis dans les bonnes conditions. Les rumeurs de transfert tous les étés pour qu'il parte, ça n'aide pas non plus. Et c'est vrai que par rapport à son salaire, tout ça, il devrait apporter plus. Et comme tu l'as dit, est-ce qu'un joueur comme Pedri, Gavi apporterait autant que Frenkie? Je sais pas, c'est pas le même profil. Frenkie, pour moi, il est utile dans son rôle parce que, comme on a dit aussi tout à l'heure par rapport à la tactique, Xavi, il a envie de son double pivot, en l'occurrence Frenkie, descendre en défense pour sortir les ballons et après porte un petit peu la balle et trouve après des joueurs devant lui, quoi. Et ça, je sais pas si un Pedri ou un Gavi, même s'ils ont la qualité technique, ils n'ont pas la puissance pour se sortir des fois d'un pressing de Frenkie où il va prendre un pressing de un ou deux joueurs, il va protéger sa balle et partir après casser la ligne, tu vois, et prendre de vitesse ça. On n'a pas de joueur comme ça d'un côté. Après, pour moi, s'il devait y avoir un joueur comme ça dans un double pivot à côté d'un pivot, je pense que Gavi serait pas mal, ou même Pedri, je pense que ça serait pas mal non plus. Pedri, ça serait un peu gâcher son talent offensif, ce qui peut apporter plus haut sur le terrain. Mais Gavi, je pense que Gavi, il a montré en début de saison vraiment de très belles choses à ce poste-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, en soi, Araujo, s'il part, il faut vraiment le remplacer, dans l'idéal. Mais De Jong, on peut essayer de faire ça. Surtout, d'ailleurs, si tu recrutes un offensif dans le demi-espace gauche, le terrain en plus qui est libéré pour jouer plus bas. Donc, on peut essayer de s'en sortir comme ça, au moins pour une saison. Mais après, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à Araujo et De Jong, qui il faut vendre, pour moi, c'est simple. Il faut simplement demander aux deux de prolonger. Si on a un des deux qui veut pas, tu le fais partir tout de suite. Hein. Faut pas réfléchir plus loin que ça, parce qu'en fait, on peut aimer les joueurs, on peut les trouver forts, tout ce que vous voulez, mais la situation économique est tellement compliquée que s'ils ne veulent pas prolonger, ça sert à rien. Parce que perdre l'un de ces deux-là libre, alors que c'est deux des joueurs avec la plus grosse valeur marchande du club, c'est pas possible. Dans tous les cas, c'est pas du tout faisable. Donc c'est comme ça qu'il faut avoir les choses. Moi, en tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le point sur tous les profils qu'on souhaite voir. Et Ouais, je pense qu'on a fait le tour. C'était plutôt sympathique, cette petite vidéo. Enfin, petite. longue, hein, trop longue. Avec deux parties. Je vais laisser Wartok souffler parce qu'il faut qu'il souffle un bon coup là. Il n'a pas l'habitude de faire des vidéos longues. Non, c'était très sympa. Je pense que ouais, on a fait le tour. Je pense que bon, on aurait pu parler pendant des heures et des heures encore de tout ça, rentrer un peu plus en détail, mais c'est compliqué. On va pas faire non plus un film de 3 heures. Mais avec plaisir, on refera ça de toute façon. Sur d'autres sujets, d'autres formats peut-être, j'en sais rien, mais c'est avec plaisir. Plaisir partagé, hein, vraiment un grand kiff. Merci à toi encore une fois. Merci à toi. Avec plaisir. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Prochaine, on se fera ça avec grand plaisir. Ciao, ciao. Ciao.